Un, 2. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va vous présenter le cours de l'appareil locomoteur qui est fait à la fac par le professeur de Peretti. Voilà. Alors, l'appareil locomoteur comprend l'ostéologie, qui est l'étude des os, l'arthrologie, qui est l'étude des articulations, et la myologie, qui est l'étude des muscles. Il a plusieurs fonctions, dont 5 principales, qui sont la locomotion, la préhension, le support du corps, la mastication et la mécanique ventilatoire. Tout au long du cours, on va voir un peu l'organogénèse, notamment au niveau des os, la croissance et l'anatomie générale, donc des os, des articulations et des muscles. On va donc commencer par l'ostéologie. Tout d'abord, les os, ce sont des poutres de soutien de l'organisme, essentiellement formées de tissus osseux. Il y en a de plusieurs types et il y a aussi plusieurs façons de les classer. L'ensemble des os forme le squelette. Au sein du squelette, on peut différencier le squelette axial, qui est formé de la colonne vertébrale et du crâne, et aussi de l'osioïde. Bon, vous saurez ce que c'est un peu plus tard. On peut distinguer aussi le squelette thoracique, qui lui est formé des côtes et du sternum. Et enfin, il y a le squelette appendiculaire, qui est le squelette des membres et des ceintures. Il y en a donc deux différents, un pour le membre supérieur et un pour le membre inférieur. La ceinture du membre inférieur est formée des deux os coxaux qu'on voit ici avec le pointeur. Et la ceinture du membre supérieur, elle est constituée de la clavicule et de la scapula. Les os peuvent être classés selon qu'ils soient longs, courts ou plats. Donc d'abord, la caractéristique des os longs est qu'ils ont une dimension, la longueur, qui est beaucoup plus importante que les deux autres. Donc c'est par un os long et par exemple le fémur. Mais attention, il y a aussi des os longs qui ont une petite taille, par exemple les métacarpiens ou les métatarsiens, donc au niveau de la main ou du pied. Au niveau d'un os long, on définit plusieurs zones. Tout d'abord au centre, la partie centrale qui est la diaphyse. Ensuite, aux extrémités, les épiphyses qui sont encroûtées de cartilage articulaire, donc pour pouvoir s'articuler avec d'autres os. Et la métaphyse, qui est la zone de jonction entre les deux précédentes, l'épiphyse et la diaphyse, de chaque côté. Ensuite, les os courts, ils ont toutes les dimensions qui sont de petite taille et elles sont aussi relativement équivalentes. C'est par exemple les os du carpe ou les os ou des os comme le talus ou même les vertèbres, selon le professeur, même si dans ce schéma, c'est pas ce qu'on voit, mais bon, on retient ce que dit le prof. Enfin, il y a les os plats qui ont une épaisseur qui, elle, est de très faible dimension. C'est par exemple la scapula qu'on voit ici. Il faut savoir que la scapula, en son centre, elle a une épaisseur quasiment millimétrique et donc elle est presque transparente une fois qu'on la place devant une lumière. Maintenant, on va voir l'ostéogenèse. Il y a deux types d'ostéogenèse. Vous avez dû faire ça en histo déjà. L'ossification encondrale et l'ossification membraneuse. Alors d'abord, l'ossification encondrale. Elle est essentiellement, elle concerne essentiellement les os longs, mais aussi les os courts et plats. En fait, c'est un peu pour tous les os, sauf pour ceux de la voûte du crâne. Donc ici, on va détailler l'ossification encondrale d'un os long. Donc d'abord, dans le premier os de la série ici, sur l'image, on voit que en fait, c'est une plaquette cartilagineuse, une maquette cartilagineuse qui est formée de cartilage à l'intérieur et de périchondre à l'extérieur. Bon, ce périchondre va devenir le futur périoste. Ensuite, au niveau de la troisième image, ici, en fait, au sein de la maquette vont apparaître des points d'ossification à un âge déterminé. Tout d'abord, le point d'ossification primaire qui apparaît au niveau de la diaphyse, il va être pénétré par des vaisseaux. Ensuite, aux extrémités vont apparaître des points d'ossification secondaires qui vont également recevoir des vaisseaux. Bon, il peut y avoir des points d'ossification tertiaire et quaternaire, mais le prof ne les détaille pas. Donc, ça ne nous intéresse pas. Sur la quatrième image, ici, on voit que le point d'ossification
primaire a grandi et a commencé à se creuser pour donner la future cavité médulaire, pardon, qui est une cavité de la diaphyse des os longs. Ensuite, sur la cinquième image, on voit qu'à un stade plus évolué, eh bien, le cartilage articulaire est apparu aux extrémités, ici, et les points d'ossification secondaires ont aussi grandi. Et enfin, à un stade ultérieur, voire ultime, on observe une croissance complète des points d'ossification secondaires supérieurs et inférieurs. Et entre les deux, on voit la cavité médulaire. Et tout autour de l'os, sauf au niveau du cartilage articulaire, on voit ce qui était le périchondre qui est devenu périoste. Au final de ce cartilage primitif qui était la maquette, il ne va rester aux extrémités des os que le cartilage épiphysaire qui se situe en fait entre épiphyse et métaphyse. Ce cartilage épiphysaire a des synonymes. On l'appelle aussi cartilage de croissance et de conjugaison. Et c'est hyper important de ne pas le confondre avec le cartilage articulaire. Donc, je répète, cartilage épiphysaire égale cartilage de croissance égale cartilage de conjugaison, mais c'est différent de cartilage articulaire qui, lui, sert vraiment pour les articulations. Si on se concentre au niveau du point d'ossification, on voit le cartilage articulaire qui provient lui aussi du périchondre. Et en fait, à partir de celui-ci, donc on se place sur ce schéma-là maintenant, avec ici l'épiphyse et ici la métaphyse, et bien à partir de ce cartilage articulaire, on voit qu'il y a différents types de cellules qui se développent. D'abord, les cellules germinatives de base, qui vont se diviser pour former des cellules serriées, que le prof dit qu'elles ont une forme de pile d'assiette. Ces cellules serriées, elles vont se diviser pour se transformer en cellules hypertrophiques, qu'on le voit ici, beaucoup plus grandes que les autres. Et enfin, ces cellules sont pénétrées par des vaisseaux et vont former une couche qu'on appelle couche dégénérative. Et c'est là que vont apparaître les cellules osseuses comme les ostéoblastes. La division cellulaire est représentée par la flèche rouge, donc, qui va vers le bas. Et donc, comme l'épiphyse est en haut et la métaphyse est en bas, on dit que la division, elle est centripète, elle va vers le centre, et la croissance, elle est centrifuge, puisqu'elle va vers l'épiphyse, donc vers la périphérie de l'os. Au niveau du cartilage épiphysaire, on ne le voit pas bien ici sur ce schéma, mais il y a des lacs vasculaires, à la fois épiphysaires et métaphysaires, donc de part et d'autre du cartilage de croissance. Il faut savoir que les lacs veineux sont toujours plus volumineux et que les lacs métaphysaires sont aussi plus volumineux que les épiphysaires. Quand les lacs épiphysaires et métaphysaires viennent en contact, en fait, il n'y a plus de division cellulaire possible et donc il y a un arrêt de la croissance. Donc, ça peut entraîner un problème en pathologie. En fait, au niveau des cellules hypertrophiques et dégénératives, il existe une zone de faiblesse du cartilage où surviennent les fractures de ce cartilage de croissance. Ces fractures elles peuvent être bénignes ou sans trop de conséquences, ou alors dramatiques. Et donc, dans ce dernier cas, en fait, ces fractures elles peuvent mettre en contact les deux circulations épiphysaires et métaphysaires et entraîner donc l'arrêt de la croissance osseuse avec une réalisation d'inégalité de longueur ou de déviation osseuse si la fracture n'est pas complète. Enfin, il y a une dernière notion dont le prof vous parle, c'est la notion d'épiphyse fertile chez les enfants. En fait, ces épiphyses, ces épiphyses fertiles, au niveau d'une extrémité de l'os, sont responsables des 2/3 de la croissance en longueur de l'os. Le tiers restant provient de l'épiphyse opposée. Ces épiphyses fertiles sont près du genou et loin du coude. Bon, moi je retenais ça vraiment en me répétant près du genou, loin du coude, près du genou, loin du coude. Après, vous pouvez trouver des moyens techniques pour vous en rappeler. Donc, par exemple, l'épiphyse fertile au niveau du tibia, ça va être l'épiphyse supérieure du tibia, puisque c'est celle qui est près du genou. Pour le fémur, ça va être son épiphyse inférieure, distale.
alors que pour l'humérus, l'épiphyse fertile, ça va être son épiphyse supérieure, comme le tibia, puisque c'est loin du coude. Voilà. Maintenant, on va voir l'ossification membraneuse ou de membrane. C'est l'ossification qui survient au niveau de la voûte du crâne. En fait, au niveau du crâne, l'ossification est plus complexe, mais on peut simplifier en disant que la base du crâne va avoir une ossification encondrale, donc comme la plupart des os du corps, alors que les os de la voûte du crâne vont avoir cette ossification de membrane. En fait, pour cette ossification de membrane, au sein du mésenchyme, il va y avoir l'apparition d'une membrane ostéoïde qui mime la forme du futur os. Au sein de cette membrane, il va y avoir un point d'ossification qui apparaît aussi. Ce point, il va croître de façon centrifuge, donc vers la périphérie, et va envahir progressivement toute la membrane ostéoïde pour former l'os définitif. À la fin de la naissance, la membrane en fait, il faut savoir qu'à la fin de la naissance, donc à la naissance, la membrane ostéoïde, elle n'a pas encore été totalement transformée en os. Du coup, en fait, le crâne de l'enfant, il n'est pas totalement formé. Donc ici, sur l'image, on voit le crâne d'un enfant à la naissance. On voit des vestiges de cette membrane ostéoïde qui sont des points de non-fusion. On voit déjà des os, donc pas totalement formés, comme la partie droite et gauche de l'os frontal avec la structure métopique au milieu, les futurs os pariétaux et le futur os occipital. La membrane ostéoïde, elle n'est donc pas encore totalement ossifiée. Et du coup, ça fait qu'à l'intérieur, on a la grande fontanelle, ici, ou fontanelle pragmatique, entre le frontal et les deux os pariétaux. Et en arrière, la fontanelle lambdoïde ou lambdatique, qui est située entre les deux pariétaux et l'os occipital. Et voilà, donc au final, les vestiges de la membrane ostéoïde vont disparaître pour laisser place à des articulations qu'on va voir tout à l'heure, qu'on appelle les sutures, qui sont donc des articulations ligamentaires. Maintenant, on va s'intéresser à la structure macroscopique de l'os. Alors, en tout point, sauf au niveau du cartilage articulaire, les os sont recouverts de périoste. Ce périoste, il est décollable et il est plus épais chez l'enfant et plus fin chez l'adulte. Sous le périoste, on trouve le premier type d'os, qui est l'os cortical, l'os dense, donc, que vous connaissez depuis l'histo. Et c'est essentiellement cet os cortical qui est responsable de la dureté de l'os. Alors attention, il est responsable de la dureté, mais pas de la solidité. Il faut différencier solidité et dureté. Ensuite, à l'intérieur de cet os cortical et aux extrémités, donc au niveau des épiphyses, il y a le tissu spongieux, qui est donc le deuxième type d'os. Il est lui formé de lamelles osseuses qui pénètrent dans l'épiphyse en suivant la ligne de force et qui s'organisent sous forme d'une structure ogivale de type cintre brisé, selon de Peretti. Donc voilà, je vous ai mis une image ici de structure ogivale. Voilà, c'est en architecture, on dit ça, c'est un peu de type gothique en fait. Ensuite, il faut savoir que quel que soit le tissu, donc spongieux ou cortical, l'os il a une structure fibrilo-lamellaire et que la structure est torsadée. Alors, on dit qu'elle est fibrillaire parce que en fait, les ostéons, un après l'autre, forment des fibres. L'ostéon, bon, c'est l'unité osseuse de l'os. On dit qu'elle est lamellaire car il y a plusieurs lamelles osseuses qui s'imbriquent l'une autour de l'autre, avec au centre le canal de Haver, et il y a un maillage de microfibrilles de collagène d'une lamelle à l'autre qui sont responsables de la résistance de l'os. Entre ces fibrilles, on trouve une substance minérale avec des cristaux d'hydroxyapatite qui sont polygonaux. Et enfin, on dit que l'os a une structure torsadée puisque en fait les fibres d'ostéon sont un peu tournées entre elles à la manière d'une corde. Ces os longs, ils vont avoir une énorme résistance à la compression. Par exemple, il faut 500 kg pour casser un fémur. En revanche, ils vont avoir une très mauvaise résistance à la torsion. Cette poutre osseuse, elle est en perpétuelle destruction-reconstruction, ce qui permet d'éliminer tous les phénomènes de fatigue qui peuvent survenir à ce niveau-là. Au centre de la diaphyse, donc, on l'a dit tout à l'heure, il existe une cavité, c'est la cavité médulaire. Et en fait, cette cavité, elle n'est pas vide, elle contient la moelle jaune. En fait, c'est du gras.
Au niveau des extrémités et à l'intérieur des mailles du tissu spongieux, en revanche, il y a un autre type de moelle, c'est la moelle rouge hématopoïétique. Donc, il va servir à former les cellules sanguines. La cavité médulaire, elle s'évase à ses extrémités et elle est tapissée d'une membrane qu'on appelle l'endoste, donc un peu par opposition au périoste. L'endoste, il est à l'intérieur de la cavité, alors que le périoste, il entoure l'os à la périphérie. Bon, on peut faire une petite parenthèse pour les ingénieurs. En gros, si on prend une poutre, n'importe laquelle, et qu'on la comprime, elle va se courber. Et les contraintes, elles vont être positives dans la concavité et négatives dans la convexité. Alors qu'au centre, en fait, il n'y a pas de contrainte, c'est ce qu'on appelle la fibre neutre. Donc c'est pour ça que l'os, il peut se permettre d'être vide à l'intérieur. Ça ne le rend pas plus fragile. Ensuite, en ce qui concerne la vascularisation de l'os, on va prendre l'exemple du fémur. Le tiers externe de la diaphyse est vascularisé par des artères qu'on appelle artères périostées. Elles proviennent en général des muscles du voisinage. La diaphyse, elle est aussi vascularisée par des artères propres de l'os qui pénètrent par des canaux nourriciers. C'est des sortes de canaux qui perforent l'os cortical et arrivent jusqu'à la cavité médulaire. Dans ces canaux, on trouve des artères endostées qui vascularisent les 2/3 internes de la diaphyse. Bon, on a pris l'exemple du fémur parce que c'est intéressant de voir qu'au niveau de la jonction entre le tiers supérieur et les 2/3 inférieurs du fémur, eh bien, il y a un canal nourricier qu'on peut voir à la radiographie et qu'il ne faut pas confondre avec une fracture de la diaphyse. Ensuite, la médiaphyse, ou bien sûr, la métaphyse, elle est en général très bien vascularisée par les artères qui proviennent des muscles de voisinage. En revanche, l'épiphyse, elle est souvent très mal vascularisée et c'est pour ça que les ostéonécroses épiphysaires sont très fréquentes. Le cartilage épiphysaire, je vous rappelle qu'il est entre l'épiphyse et la métaphyse, laisse un vestige une fois à l'âge adulte qu'on appelle la physe. Cette physe, elle est entourée de lacs vasculaires, surtout veineux et surtout métaphysaires, qu'on voit ici par ces petites taches bleues. Et donc à ce niveau, les infections de type ostéomyélite osseuse peuvent se développer. Et donc dans le cas du fémur, elles sont plutôt inférieures puisque l'épiphyse inférieure du fémur est son épiphyse fertile puisqu'elle est près du genou, loin du coude. Maintenant, on va passer à l'arthrologie, donc l'étude des articulations. Il y a 3 types d'articulations principales, les articulations fibreuses, cartilagineuses et les articulations synoviales. Donc, tout d'abord, les articulations fibreuses ou de type ligamentaire. Les articulations fibreuses sont caractérisées par un ligament d'union et parfois par une cavité articulaire. Elles n'ont pas de fibrocartilage ni de surface articulaire. Donc, l'élément essentiel de cette articulation, c'est vraiment l'existence de ce ligament d'union qui est intra-articulaire. Il y a plusieurs types d'articulations fibreuses. Il y a d'abord la syndesmose. Donc, il en existe une seule dans tout le corps, selon le prof. C'est l'articulation tibio-fibulaire inférieure, donc entre les extrémités inférieures du tibia et de la fibula, qui sont les 2 os de la jambe. Et entre ces 2 os, il y a des ligaments d'union, les ligaments tibio-fibulaires. À l'intérieur de ces ligaments, entre ces ligaments, il y a une cavité articulaire et il n'y a aucun encroûtement cartilagineux des surfaces articulaires. Donc voilà, on peut dire que la syndesmose est une articulation fibreuse avec une cavité articulaire. Ensuite, l'autre type principal d'articulation fibreuse, ce sont les sutures. Donc, on en avait parlé au niveau de l'ossification du crâne. Il y a des sutures qui sont dentelées, tout d'abord. Donc, on peut les voir ici. Ce sont les plus fréquentes. Et en fait, on dit qu'elles sont dentelées parce qu'on a l'impression qu'il y a des dents osseuses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, au niveau de ces sutures-là, il n'y a aucune mobilité qui est possible. Ensuite, il y a les sutures planes, donc elles sont beaucoup plus rares.
L'articulation entre les deux os est plane, on le voit bien, pardon, à ce niveau-là, en fait. Et enfin, il y a les sutures squameuses, qui sont, enfin, l'articulation entre les deux os, elle est plutôt oblique, en écaille. Et enfin, il y a un autre type de suture particulière qui est mise de côté ici, qui est ce qu'on appelle la scandylèse. En fait, c'est une articulation d'un rail plein avec un rail creux. Et donc, on observe surtout la scandylèse sphéno-vomérienne. Enfin, un dernier type d'articulation fibreuse, c'est les gomphoses au niveau des dents. Mais bon, pour le prof, ce n'est pas vraiment une articulation parce que le dent, ce ne sont pas des os. Les articulations cartilagineuses maintenant. Les articulations cartilagineuses sont caractérisées par un fibrocartilage d'interposition, une capsule articulaire, des ligaments propres et des ligaments à distance. Donc, on va étudier ces articulations à travers un exemple qui est l'articulation intercorporéale, donc entre les vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. En fait, entre les deux plateaux vertébraux qui sont composés de cartilage, il y a un fibrocartilage qu'on voit ici en D, qui est appelé le disque intervertébral. Il y a des ligaments de renforcement qui sont le ligament vertébral antérieur, en I, et postérieur, en J ici, qui vont limiter ces articulations en avant et en arrière, et ils vont donner des expansions pour former une capsule qui recouvre entièrement le disque intervertébral. Et enfin, il y a aussi des ligaments à distance, ici les ligaments intertransversaires qu'on voit avec la lettre H. Ce qui est important ici, c'est que le fibrocartilage, il est formé d'une part de lamelles périphériques qui se fragmentent de plus en plus vers le centre et qui forment donc un anneau fibreux qu'on appelle l'annulus fibrosus. Et à l'intérieur de celui-ci, donc au centre du disque intervertébral, il y a le nucleus pulposus, donc une formation pulpeuse. Et en fait, au cours de la vie, l'anneau fibreux peut se fragmenter de plus en plus jusqu'à se fracturer carrément. Et le nucléus peut former une hernie discale en sortant et pénétrant au niveau du canal intervertébral, ce qui peut avoir des conséquences neurologiques. Les articulations synoviales sont en général des articulations qui sont très mobiles. Elles ont plusieurs caractéristiques. D'abord, elles ont une cavité articulaire virtuelle. Donc virtuelle, ça veut dire qu'elle n'existe pas, mais qu'on peut la créer. Le fait qu'elle soit virtuelle, donc qu'elle n'existe pas, fait qu'il y a donc un vide intra-articulaire où les surfaces sont en contact l'une avec l'autre, mais qu'il n'y a pas d'espace libre. Ensuite, les articulations synoviales ont un cartilage hyalin, qui est un cartilage articulaire qui tapisse les surfaces articulaires. Elles ont aussi des fibrocartilages qui sont des renforcements et qui permettent d'agrandir les surfaces articulaires. Ils peuvent être de différentes formes. Donc, il y a les bourrelets, qui sont des fibrocartilages circulaires et creux de section triangulaire. Il y a les ménisques, qui sont, en fait, ils ont la forme d'un croissant de lune de section triangulaire. Et enfin, les disques, qui sont, eux, circulaires et pleins. L'articulation synoviale a aussi une capsule qui va manchonner l'articulation et qui sécrète le liquide synovial, puisque à sa face interne, elle a en fait une membrane synoviale qui est responsable du nom de ce type d'articulation. Ce liquide synovial, il est extrêmement visqueux, lubrifiant et riche en acide hyaluronique. Enfin, non, pas enfin, avant-dernière caractéristique de ces articulations, c'est les ligaments. Il peut y avoir des ligaments de renforcement capsulaire, d'autres qui sont intracapsulaires, d'autres encore peuvent être à distance de l'articulation. Et enfin, il y a le tissu synovial graisseux dans l'articulation qui va boucher tous les trous qui pourrait éventuellement y avoir dans l'articulation et donc qui permet d'empêcher la sortie de ce liquide synovial. Alors maintenant, une partie super importante qui est la classification des articulations synoviales. Il faut savoir qu'il y a différents types d'articulations synoviales. Le premier type est la sphéroïde ou énarthrose.
Alors ici, on la voit ici, voilà, en bas à droite. Donc, elle a la forme d'une sphère pleine ou d'un fragment de sphère pleine qui s'articule avec une sphère creuse. Elle a 3 axes de mobilité, donc on les voit ici. Et un exemple d'articulation sphéroïde, c'est par exemple l'articulation coxo-fémorale, donc au niveau de la hanche entre l'os coxal et le fémur. Ensuite, deuxième type d'articulation synoviale, ce sont les articulations ellipsoïdes ou condyliennes, ici. Donc, elle a 2 axes de mobilité et elles ont la forme d'une ellipse pleine cette fois-ci, non plus d'une sphère, mais d'une ellipse. Une ellipse pleine dans une ellipse creuse. Et un exemple d'articulation, c'est par exemple l'articulation radiocarpienne, donc au niveau du poignet, entre l'extrémité distale du radius et le carpe, donc les os de la main. Ensuite, troisième type d'articulation synoviale, c'est la trochoïde ou cylindroïde, qu'on voit ici en haut à droite. Elle a un seul axe de mobilité, donc elle peut tourner sur elle-même en fait. C'est l'articulation d'un cylindre plein avec un cylindre creux. Un exemple de cette articulation, c'est l'articulation radio-ulnaire supérieure ou inférieure d'ailleurs. Alors, c'est super important d'apprendre aussi les exemples hein, pour cette classification d'articulation synoviale. Je vais vous faire un petit tableau qui sera dans la fiche, comme ça ce sera plus clair. Mais donc, tout est à apprendre. Le nom, la forme, le nombre d'axes de mobilité et les exemples. Ensuite, quatrième type, c'est la trochlée. On voit ici au milieu en haut. C'est quoi ça? Donc, la trochlée, qu'on appelle aussi poulie, c'est l'articulation d'un rail plein dans un rail creux. Elle a un axe de mobilité. Et un exemple, c'est par exemple l'articulation huméro-ulnaire, donc au niveau du coude, qui permet de faire le mouvement de flexion-extension du bras. Avant-dernier type d'articulation synoviale, c'est l'articulation en selle. Donc, elle s'appelle en selle par analogie à la selle d'un cheval sur le cheval. Donc, en fait, c'est un fragment de tore plein dans un tore creux. En fait, vous pouvez imaginer un peu un chevalier à cheval, donc avec ici les jambes et ici le dos du cheval. Donc, cette articulation, elle a 2 axes de mobilité, un peu comme si le chevalier pouvait se pencher de côté, donc à droite ou à gauche, ou alors se pencher en avant ou en arrière. Un exemple de cette articulation, c'est l'articulation trapézo-métacarpienne de la première colonne du pouce. Vous saurez ce que sont ces os un peu plus tard. Et enfin, dernier type d'articulation synoviale, c'est l'articulation plane ou arthrodie. En fait, c'est juste deux surfaces planes qui s'articulent l'une avec l'autre. Donc, en fait, il y a une infinité de petits mouvements possibles. Et un exemple, c'est par exemple l'articulation costo-vertébrale, donc entre les côtes et les vertèbres. Pour la vascularisation des articulations, en fait, la capsule et la membrane synoviale sont assez bien vascularisées par des artères provenant du voisinage. Les fibrocartilages, eux, donc je rappelle, c'est les ménisques, les bourrelets et les disques. Ils ont une vascularisation qui est particulière. Ils sont vascularisés uniquement en périphérie, donc dans leur partie qui s'insère à la capsule. Et donc, on appelle cette partie la zone rouge des fibrocartilages. Et donc, c'est seulement cette partie qui va pouvoir cicatriser si jamais il y a une lésion. Et enfin, pour en finir avec l'arthrologie, on va parler de l'innervation très rapidement. Le cartilage articulaire, il a une innervation sensitive qui provient des nerfs du voisinage. Bon, c'est une innervation qui est modérée. Il a aussi une innervation qui est proprioceptive, qui va concerner essentiellement la capsule et les ligaments de l'articulation. Et donc, grâce à cette innervation proprioceptive, en fait, vous pouvez savoir dans quelle position sont vos articulations, même en ayant les yeux fermés. Enfin, cette innervation proprioceptive, elle est accompagnée d'une innervation végétative, toujours donc en direction des ligaments et de la capsule, comme une innervation sensitive.
Non, pardon, comme innervation proprioceptive. Maintenant, on va finir avec la myologie, qui est donc l'étude des muscles. Alors, l'anatomie générale des muscles. Les muscles, ce sont des organes charnus, contractiles, dont le rôle est de transformer l'énergie chimique en mouvement. Ce sont donc les organes du mouvement. Il y a plusieurs types de muscles selon leur histologie. Tout d'abord, il y a les muscles rouges striés, ce sont les muscles du squelette de contraction volontaire, donc ici qu'on voit au milieu. Il y a ensuite le myocarde ou muscle cardiaque, qui est un muscle rouge involontaire, mais quand même de contraction rapide, à la différence des muscles lisses, qui sont des muscles de contraction eux aussi involontaires de la vie végétative, mais qui ont une contraction plutôt lente. C'est par exemple les muscles autour de votre appareil digestif. Les muscles peuvent être classés selon leur forme. Il y a des muscles qui sont torbiculaires, ce sont des muscles en fait circulaires, perforés au centre. Par exemple, le muscle orbiculaire de l'orbite ou alors des lèvres. Certains prennent le nom de sphincter aussi, comme le sphincter strié de l'anus ou de l'urètre. Il y a des muscles qu'on qualifie de muscles courts, ils ont donc en fait une petite taille. C'est par exemple le masséter qui vous sert à serrer les dents entre elles. On le voit ici. Il y a des muscles longs, un peu comme les os longs en fait. Ce sont des muscles longs parce que la longueur est leur plus grande dimension. C'est par exemple le quadriceps, donc au niveau de la cuisse, ou le grand droit de l'organisme, qu'on voit ici. Ces muscles longs, on peut les diviser en deux sous-catégories. Ce sont les muscles monogastriques et plurigastriques. Donc, en fait, ce sont des muscles avec un ventre ou plusieurs ventres. Un muscle monogastrique, c'est par exemple le muscle brachioradial, ici, alors qu'un muscle plurigastrique, c'est par exemple le quadriceps qui a un ventre ici, un ventre ici, un ventre ici. Bon, ces muscles plurigastriques qui peuvent eux-mêmes être divisés en des sous-catégories selon si leur ventre, en fait, il s'organise en série ou en parallèle. Un exemple de muscle avec des ventres en série, c'est le grand droit de l'abdomen, ici. Donc, on voit 1, 2, 3, 4 ventres. Ou alors, le muscle digastrique, on ne le voit pas bien ici, mais il est sous la mandibule et bien s'insérer ici sous le temporal. Il a en fait deux ventres qui se relaient au niveau de l'osioïde. Alors qu'un exemple de muscle plurigastrique en parallèle, c'est par exemple, encore une fois, le quadriceps. Donc on voit que ces ventres, ils ne sont pas du tout en série, ils sont bien parallèles. Enfin, les muscles plats, en fait, l'épaisseur a une taille très faible. Et les muscles plats, c'est par exemple les muscles plats de la paroi abdominale. Une autre façon de classifier ça se dit classifier? Classifier les muscles, c'est selon leur type de terminaison musculaire. Donc en fait, les muscles peuvent se terminer sur un tendon, sur la peau ou sur une aponévrose. Bon, l'aponévrose, c'est une lame tendineuse aplatie. S'il se termine sur la peau, c'est par exemple les muscles possiers de la face. Et il y a plusieurs sous-catégories de muscles qui s'insèrent sur un tendon. Alors déjà, ça dépend de la direction du tendon. Le tendon, il peut être soit dit direct, s'il continue la direction du muscle. C'est par exemple le cas du muscle semi-membraneux. Il peut être réfléchi. Ça, c'est si la direction du tendon est à 90 degrés par rapport à la direction des fibres musculaires, ou alors récurrent, si la direction du tendon elle est inverse par rapport à la direction des fibres du muscle. Enfin, on peut aussi classer les muscles en fonction de l'insertion des fibres musculaires sur ces tendons. On a tout d'abord une terminaison qui peut être bout à bout. C'est par exemple le muscle ici, le muscle sartorius. On voit qu'en fait c'est parallèle. Elle peut être fusiforme. On le voit ici avec le muscle biceps brachial. Donc un peu en forme de cône. Toutes les fibres musculaires convergent vers le tendon.
ou alors cette insertion des fibres sur le tendon, elle peut être en barbe de plume, donc un peu comme une plume d'oiseau. Et ici, il y a différentes sous-catégories. Ça peut être unipéné, comme on le voit ici, en D, bipéné, il y en a des deux côtés, ou alors multipéné. La vascularisation des muscles. Les muscles, eux, ils sont vascularisés par les artères et drainés par des veines. Les veines sont souvent, enfin même quasiment toujours, de volume et de taille très supérieur à celui des artères, donc 2 fois à 3 plus grosses. Et ces veines, elles réalisent souvent des réseaux plexiformes autour des artères. Il y a différents types de vascularisation des muscles. Il y a certains muscles qui sont dits polarisés. En fait, ils reçoivent un pédicule unique à un certain niveau du muscle, en un point déterminé. Donc, il y a d'autres muscles qui peuvent recevoir plusieurs pédicules. Donc souvent un, comme ici, sera le pédicule principal et d'autres seront les pédicules accessoires. D'autres muscles peuvent aussi être vascularisés par deux pédicules différents, les deux principaux, donc de taille équivalente. D'autres muscles encore peuvent recevoir une vascularisation qui est dite en échelle. Donc il y a plusieurs pédicules de calibre égal sur toute la hauteur du muscle. C'est l'exemple de ce muscle-là, le muscle sartorius, ou alors les muscles plats de l'abdomen. Et enfin, parfois, parmi cette vascularisation en échelle, on peut définir un pédicule principal, comme ici l'exemple du latissimus dorsi. L'innervation des muscles. L'innervation des muscles, elle peut se diviser en innervation motrice, sensitive et végétative. L'innervation motrice, elle provient du motoneurone alpha, donc situé au niveau de la corne antérieure de la moelle. La fibre, elle emprunte la racine antérieure, puis le nerf spinal jusqu'au niveau des fibres musculaires. L'unité motrice du muscle s'appelle le myone. Elle est formée par une fibre nerveuse issue du motoneurone alpha et les différentes fibres musculaires innervées. Quelque chose de très très important à retenir, c'est que la finesse du mouvement est inversement proportionnelle au nombre de fibres musculaires par neurone. Donc je répète, la finesse du mouvement est inversement proportionnelle au nombre de fibres musculaires par neurone. En fait, ça permet de voir que les muscles qui auront les mouvements les plus fins, comme les muscles des doigts ou les muscles oculaires, ils vont avoir très peu de fibres musculaires par fibre nerveuse. En fait, du coup, un neurone, il va innerver très peu de fibres, donc il va avoir peu de travail à faire, si on veut. Au contraire de muscles puissants comme le muscle fessier ou le quadriceps, qui vont avoir beaucoup plus de fibres musculaires innervées par neurone. Le muscle est rejoint par le nerf au niveau de la plaque motrice, qui correspond en gros au point moteur, c'est le point de stimulation électrique du muscle. Et si un muscle est innervé par plusieurs nerfs, il aura plusieurs plaques motrices. Au sein de cette innervation motrice, ensuite, on distingue l'innervation de type radiculaire ou segmentaire, donc ce sont des synonymes, et l'innervation tronculaire. Alors, l'innervation radiculaire, c'est l'innervation des racines nerveuses. Ce sont les racines qui vont innerver ce muscle. Alors que l'innervation tronculaire, c'est le nerf qui est formé par les racines et qui va au muscle. Par exemple, on prend l'exemple du deltoïde, donc le muscle au niveau de l'épaule. Le deltoïde, il est innervé par les myélomères C5 et C6, donc par les racines C5 et C6, qui donnent les neurones qui forment le nerf axillaire. Le nerf axillaire, il représente donc l'innervation tronculaire ou segmentaire. J'ai dit n'importe quoi. Les racines C5 et C6 représentent l'innervation radiculaire ou segmentaire, alors que le nerf axillaire, lui, il représente l'innervation tronculaire. Ensuite, le prof il va passer très rapidement sur l'innervation sensitive et végétative. Juste, l'innervation sensitive, elle est essentiellement représentée par le fuseau neuromusculaire. Vraiment pas plus de détails, alors que l'innervation végétative, elle innerve essentiellement les vaisseaux musculaires, notamment les artères,
ce qui permet d'avoir une vasoconstriction et une vasodilatation. C'est tout ce qu'il faut retenir pour ça. Maintenant, on va parler des leviers musculaires. On va détailler donc différents cas de figure où les muscles, en fait, ils permettent de contrebalancer une force qu'on appelle la résistance. Donc, dans tous les schémas, on voit la flèche rouge qui est la force appliquée par les muscles, en bleu, le carré bleu, la résistance, et en vert, l'appui. Donc, le premier type de levier, c'est le levier interappui. Donc, l'appui est entre la force et la résistance. C'est par exemple le cas au niveau du crâne qui tient en équilibre sur la colonne vertébrale. La résistance, en fait, c'est le poids du crâne en avant et la force musculaire qui permet de retenir cette résistance, elle est exercée au niveau de l'os occipital. Le levier interrésistance, lui, la résistance, en fait, elle est entre le muscle, enfin entre la force et l'appui. Donc, c'est le cas, par exemple, au niveau du pied, en flexion plantaire, avec l'appui au sol au niveau des orteils. La résistance, elle s'exerce au niveau de la cheville et l'appui au niveau des orteils. Et la force donc des muscles fléchisseurs plantaires en arrière permet de tirer le talon vers le haut. Enfin, voilà, le levier interforce avec ici au niveau du coude l'appui, au niveau de l'avant-bras, plus vers le poignet, la résistance, et donc entre les deux, la force, donc les muscles. Voilà, on prend l'exemple du membre supérieur en flexion du coude avec un poids dans la main. La résistance, elle s'exerce au niveau de la main. C'est comme si on tenait un poids. L'appui, il se trouve au niveau du coude et la force, donc dans ce cas du biceps par exemple, s'exerce sur la tuberosité du radius, donc entre l'appui et la résistance. Le raccourcissement d'un muscle, il est proportionnel à sa longueur et il est sensiblement égal à la moitié de sa longueur. Ce raccourcissement musculaire, il se fait sans diminution de volume du muscle. Donc en gros, le muscle, il va diminuer de longueur, mais pas de volume, ce qui fait qu'en fait, il va changer de forme. Bon, petite analogie, petite instant histoire du professeur. Bon, vous savez, les muscles, en fait, ils bougent sous la peau. Et le prof dit que ça ressemble un peu à des rats qui bougent sous la peau. C'est comme ça. C'est son exemple. Un peu comme des rats. Et en fait, c'est de là que vient le nom de muscle, en fait. Parce qu'en latin, musculus, ça veut dire rat. Donc, en fait, les muscles bougent sous la peau et donnent l'impression de gonfler. Mais en fait, il n'y a aucun changement de volume, juste une diminution de longueur. Voilà. Même les tuteurs sont en extase devant cette information. Voilà, on dit que la contraction isométrique, que la contraction musculaire est isométrique, donc sans raccourcissement lorsque le travail est statique, donc sans mouvement, et que la contraction elle est isotonique lorsque le travail est dynamique. Et enfin, il faut savoir que la force du muscle, elle est proportionnelle à son volume. Voilà, pour terminer, on va juste voir ce petit tableau qui correspond au testing musculaire. Bon, le testing musculaire, c'est une méthode qui est utilisée par les kinés, par exemple, pour noter le niveau de contraction musculaire d'un patient, par exemple, après un accident. Le stade 0 de contraction musculaire est défini par une absence de contraction. Le stade 1, c'est une contraction qui est perceptible, mais sans mouvement. Ça veut dire que si on pose les doigts sur le muscle, on va pouvoir sentir une minuscule contraction, mais on ne pourra pas la voir en fait, puisqu'il n'y aura pas de mouvement. Le stade 2, il correspond à un mouvement possible en apesanteur. Pour pouvoir voir si le mouvement il est possible en apesanteur, on n'envoie personne dans l'espace. On peut le voir juste par exemple pour les muscles de l'avant-bras. Non, par exemple, pour les muscles du bras, on peut le voir en mettant l'avant-bras à l'horizontale et en bougeant de gauche à droite. Ça permet d'éliminer les forces de pesanteur et d'évaluer le mouvement. Le troisième stade, c'est un mouvement possible contre pesanteur, donc uniquement contre la force de gravité. C'est par exemple si j'arrive à fléchir mon bras et ramener le poignet vers mon épaule.
Le stade 4, c'est le mouvement possible contre une résistance. Donc, c'est par exemple, c'est par exemple si je tiens un poids dans ma main et que j'arrive à fléchir le bras. Mais bon, la fonction musculaire sera quand même diminuée en comparaison à une force normale. Et enfin, le stade 5, c'est par exemple une contraction musculaire normale. Voilà. Donc, il faut juste faire attention à ce testing où l'échelle va de 0 à 5, mais il y a bien 6 niveaux différents puisqu'il y a un niveau 0. Voilà. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie du cours qui donc ne fait plus partie de l'appareil locomoteur. On va faire un petit cours sur l'ostéologie des membres. C'est pas un cours qui va spécialement s'appeler comme ça, celui qui va être fait à la fac, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir des bases sur le squelette et les os des membres. Et ce sont des choses qui vont très, très sûrement être faites dans un cours ou l'autre. Donc voilà, lors de cette petite introduction, on va voir le squelette du membre thoracique et du membre pelvien. On commence par le squelette du membre thoracique. Donc, il est composé de la clavicule, de la scapula, de l'humérus au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, du radius et de l'ulna, et ensuite des os du carpe et des os des doigts avec les métacarpiens, etc. Donc, on commence avec la clavicule. La clavicule, c'est le seul os reliant le membre supérieur au squelette axial par le biais de deux articulations. La première, c'est l'articulation sternoclaviculaire, donc entre le sternum et la clavicule, bien sûr. Et ça se fait médialement, donc vers l'intérieur du corps, en regard de l'incisure jugulaire. La deuxième articulation, c'est l'articulation acromio-claviculaire, qui, elle, se fait entre la scapula et l'acromion. Vous allez découvrir tout de suite ce qu'est l'acromion. Donc voilà, le deuxième os de cette ceinture du membre thoracique est la scapula. C'est un os qui possède trois bords, un bord supérieur, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral. Et ensuite, il possède deux faces, une face antérieure et postérieure. Le corps, qu'on voit ici en violet, en gros, en violet grisâtre, il est prolongé par un col qui amène à la glène sur le bord latéral de la scapula. La glène est aussi appelée surface glénoïde, c'est la surface articulaire de l'articulation scapulo-humérale, donc entre la scapula et l'humérus. Cette glène, elle possède deux tubérosités ou tubercules, le tubercule supraglénoïdien en haut et le tubercule infraglénoïdien. Le tubercule supraglénoïdien, il offre une insertion pour la longue portion du biceps et le tubercule infraglénoïdien pour la longue portion du triceps. Ensuite, la fosse subscapulaire, c'est la fosse qui est ici, dans la partie antérieure du corps de la scapula, et il va y avoir l'insertion du muscle subscapulaire à ce niveau-là. Elle va plutôt être recouverte par le muscle subscapulaire. Et enfin, sur le bord supérieur, on voit différentes formations osseuses. Premièrement, le processus coracoïde qui est ici et qui a une forme de doigt fléchi vers l'avant. Et ensuite, on voit l'acromion, qu'on appelle aussi processus acromial. À la face postérieure de la scapula, on voit une épine ici qui divise cette partie en deux fosses différentes. En haut, la fosse suprascapulaire ou supraépineuse, où il y a le muscle supraépineux, et en dessous, la fosse infrascapulaire ou infraépineuse, où il y a le muscle infraépineux. L'épine, en fait, elle va se prolonger latéralement par l'acromion. Donc, on peut dire que l'acromion, c'est une prolongation de l'épine. La scapula, elle n'est pas dans un plan strictement frontal, elle est décalée de 30 degrés. Son axe, il est donc orienté en avant et en dehors. Ou alors on peut dire qu'il est orienté en arrière et en dedans. Et c'est une orientation qu'on peut voir sur une vue supérieure. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que sur une vue postérieure, on voit le bord postérieur de la surface glénoïde, ici,
alors qu'en vue antérieure, on voit à la fois le bord antérieur et postérieur, justement du fait de cette orientation de la scapula vers l'avant et le dehors. Voilà, hormis son articulation avec la clavicule via l'acromion, la scapula elle est flottante et elle est principalement maintenue par différents muscles comme le dentelé intérieur et les petits et grands rhomboïdes. Maintenant, on passe à une description de l'humérus, qui est un os long, c'est le seul os du bras. Il s'articule avec la scapula par son extrémité proximale et à son extrémité distale, donc son extrémité inférieure, il s'articule avec le radius et l'ulna. D'abord, l'extrémité proximale possède plusieurs éléments au niveau à la fois de la métaphyse et de l'épiphyse. D'abord, elle a une tête qui est à la forme d'un tiers de sphère, et c'est cette tête qui possède la surface articulaire. Il y a un col anatomique qu'on voit ici en rouge, qui relie la métaphyse et l'épiphyse, et c'est le lieu d'insertion de la capsule articulaire. Il y a aussi deux tubérosités, ici et ici. Ce sont des points d'insertion pour les muscles de la coiffe des rotateurs. La tubérosité mineure, ici en avant, on l'appelait avant troquin, et la tubérosité majeure, on l'appelait trochitaire. Bon, a priori, les synonymes ne sont pas à savoir. Tubérosité mineure et majeure, ça devrait suffire. Et entre ces deux tubérosités, il y a ce qu'on appelle la gouttière intertubérositaire ou sillon intertuberculaire. Et c'est en fait, c'est la gouttière du muscle long biceps qui, je le rappelle comme dit tout à l'heure, va s'insérer sur le tubercule supraglénoïdien de la scapula. Enfin, au niveau de cette extrémité proximale, toujours, il y a le col chirurgical qu'on voit ici en violet, qui relie entre guillemets les deux tubérosités. C'est une zone de faiblesse et le lieu des fractures du col de l'humérus. Bon voilà, petit moyen ou technique. Moi, je retenais que le col anatomique, donc le rouge là, le col anatomique, il est oblique, alors que le col chirurgical, il est plutôt horizontal. Donc voilà, ça rime. Voilà, petit instant pour les degrés. La surface articulaire de l'humérus, elle regarde en haut, en dedans et en arrière, alors que la diaphyse, elle est quasiment verticale. Et du coup, il y a un angle cervico-diaphysaire de 130 degrés entre le col et la diaphyse de l'humérus. Maintenant, l'extrémité distale. On remarque qu'il y a un élargissement qui commence au niveau de la métaphyse et qui se prolonge sur l'épiphyse. Cette extrémité distale, on l'appelle aussi palette humérale. Au niveau de cette épiphyse, on trouve une surface articulaire qui répond à celle du radius latéralement, et ce qu'on appelle le capiculum. Et ensuite, il y a une surface articulaire qui s'articule avec l'ulna, qui est la trochlée humérale. Donc voilà, ces deux surfaces, elles sont visibles sur une vue antérieure de l'extrémité distale de l'humérus. Toujours sur cette vue antérieure, on voit deux autres surfaces. Ce sont deux fossettes. D'abord la fossette radiale en latéral et la fossette coronoïdienne plus en médiale. La symétrie de la trochlée, c'est un élément important de cette extrémité distale de l'humérus. En fait, elle explique la forme générale du membre. En gros, si vous essayez de tendre votre bras devant vous, vous allez voir qu'il n'est pas forcément très rectiligne, mais plutôt que l'avant-bras, il est un peu dévié vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le valgus, et qui est dû à la joue médiale de la trochlée humérale, qui est un peu plus saillante. Le valgus physiologique, il est d'à peu près 5 degrés. Bon, voilà, ce phénomène de valgus, il est aussi visible au niveau du genou, ainsi que le processus inverse qu'on appelle le varus. Mais bon, ce sera détaillé dans les membres inférieurs. Enfin, sur la face postérieure de cette extrémité distale de l'humérus, encore une fois, on retrouve la trochlée qui en fait fait le tour de l'épiphyse de l'humérus, mais qui sera cachée par le processus olécranien de l'ulna. Et le capitulum, en revanche, il n'est pas visible. Maintenant, le radius. Le radius, c'est l'os latéral de l'avant-bras. Il s'articule en proximal avec l'humérus, mais aussi avec l'ulna.
Et en distal, il s'articule encore avec l'ulna et avec le carpe via sa surface inférieure. Donc en proximal, il possède une tête qui est posée sur un col et il a aussi une tuberosité bicipitale qu'on voit ici en violet foncé. Pour sa forme générale, en fait, le radius, il est formé de deux courbures. Une courbure supérieure supinatrice qui est concave vers l'extérieur et une courbure inférieure pronatrice qui, elle, est concave en dedans. En distal, le radius, il possède une styloïde et deux surfaces articulaires, donc avec l'incisure ulnaire, attends, pardon, c'est ce qu'on appelle du coup pardon, alors je recommence. Cette surface articulaire distale du radius, c'est l'incisure ulnaire du radius qui lui permet de s'articuler avec l'ulna. Et enfin, la deuxième surface articulaire en distal, c'est la surface articulaire avec le carpe. L'ulna, ancien cubitus, c'est un os qui est rectiligne et médial de l'avant-bras. Il fait partie de l'articulation du coude dans sa partie proximale et il est légèrement déporté vers l'extérieur par rapport à l'axe de la diaphyse de l'humérus. On ne le voit pas sur ce schéma, mais c'est comme ça. Il s'articule avec l'humérus par deux apophyses à son extrémité proximale. C'est l'apophyse coronoïde et l'olécrane. Donc voilà, l'apophyse coronoïde ici en bas et l'olécrane plus supérieur. Et ces deux apophyses, elles sont séparées par une zone qui n'est pas encroûtée de cartilage. L'apophyse olécranienne, qu'on appelle aussi bec de l'olécrane, elle est cachée en partie distale par l'humérus, par la partie distale de l'humérus sur une vue antérieure. Ces deux apophyses, elles se logent dans les fossettes de l'épiphyse distale humérale qu'on avait cité tout à l'heure, donc la fossette coronoïdienne et non, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Ah mais non, mais je ne l'ai pas nommé parce que ça n'a pas forcément un nom. Voilà, c'est pour ça que je ne me souvenais pas. Voilà. L'ulna, du coup, elle s'articule elle aussi avec le radius, deux fois, une fois en proximal et une fois en distal. Et quand elle s'articule ici en proximal avec la tête radiale, on appelle sa surface articulaire l'incisure radiale de l'ulna. Maintenant, le squelette de la main. Le squelette de la main, il est formé des os du carpe, des 5 métacarpiens, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et des phalanges. Le carpe, c'est un massif osseux qui est formé de l'agglomération d'os courts qui s'articulent tous entre eux. On lui décrit deux rangées, une supérieure et une inférieure, si on les regarde en position anatomique. La rangée supérieure, de deux rangs dedans, est formée du scaphoïde, du lunatum, du trichétrum et du pisiforme, alors que la rangée inférieure, elle est formée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et de l'amatum. Alors, il faut faire très attention à ne pas confondre capitatum avec la surface articulaire au niveau de l'humérus qui s'appelait capitulum. Il faut bien différencier les deux. Et enfin, voilà, les os des doigts. Il y a d'abord les métacarpiens, on l'a vu tout à l'heure. Il faut faire attention parce que malgré leur dimension, ce sont des os longs qui ont une base, un corps, un col et une tête, et ils sont triangulaires à la coupe. Et enfin, tous les doigts ont 3 phalanges, sauf le pouce qui n'en a que 2. De la partie proximale à la partie distale, on décrit la phalange, la phalangette et la phalangine. Maintenant, le squelette du membre pelvien. On va décrire d'abord l'os coxal. Bon, on pourrait dire que c'est un os de la ceinture pelvienne, mais voilà, il fait partie du membre quand même. Et après, on décrira la partie proximale, surtout du fémur. L'os coxal, il est comparable à une hélice de bateau avec 2 pales, ici, et un moyeu central. Il est divisé en 3 parties sur le plan embryologique qui fusionnent et se réunissent sur la surface articulaire de l'os coxal. On a d'abord l'ilion en supérieur, ou aile iliaque, qui a la forme d'une aile de bateau. Ensuite, il y a le pubis en bas et en avant, qui possède une branche supérieure et une branche inférieure qui se réunissent à la partie antérieure.
Les pubis de chaque os coxal, ils vont se rejoindre sur la ligne médiane pour former la symphyse pubienne. Et enfin, la troisième partie qui forme l'os coxal, c'est l'ischion, qui est en bas et en arrière. C'est l'os sur lequel on s'assoit, et lui aussi possède une partie antérieure et postérieure. Les deux os coxaux ensemble ont une forme évasée, et ils forment donc une sorte d'entonnoir. On peut les décrire sur une vue endopelvienne, donc sur une vue médiale ou interne, qu'on voit ici à droite, ou alors sur une vue exopelvienne, comme si on était à l'extérieur de l'entonnoir. Donc c'est une vue qui est plutôt externe, latérale. Sur la face exopelvienne, on voit d'abord la surface articulaire de l'os coxal, ou surface cotyloïdienne, cotyle ou acétabulum. C'est tous des synonymes qu'il faut savoir. Et donc cette surface, elle permet à l'os coxal de s'articuler avec le fémur. Ce cotyle, il est renforcé au-dessus par un sourcil cotyloïdien ou acétabulaire qui va accueillir un labrum. On peut aussi décrire, toujours sur cette face exopelvienne, au niveau de l'ilion, des lignes glutéales, la ligne glutéale antérieure, la ligne glutéale postérieure, ici, et bon, le prof ne le précise pas, mais il y a une ligne glutéale inférieure, ici. Sur la face endopelvienne, en revanche, on voit une autre ligne qui est la ligne innominée ou ligne arquée qui permet la séparation du petit en bas et du grand bassin. Au-dessus de cette ligne arquée, on trouve une fosse qu'on appelle la fosse iliaque. Et dans la profondeur du cotyle, en fait, donc on est de l'autre côté du cotyle, on a une surface qu'on appelle la surface quadrilatère. C'est donc le fond de l'articulation coxo-fémorale. Ensuite, sur chaque bord de l'os coxal, il y a une succession de proéminences et d'excavations sur le bord antérieur. Donc, on voit ici sur une vue exopelvienne, on a d'abord l'épine iliaque antéro-supérieure, l'échancrure interépineuse antérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure, en dessous la vallée du psoas, l'éminence iliopectinée, la branche iliopubienne et l'épine du pubis. De la même façon, il y a plein de petites structures à connaître sur le bord postérieur de l'os coxal, qu'on voit ici. Donc de haut en bas, encore une fois, on a l'épine iliaque postéro-supérieure, échancrure interépineuse postérieure, épine iliaque postéro-inférieure, grande incisure ischiatique, où passe le muscle piriforme, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique, et enfin la tubérosité ischiatique, qui est vraiment l'endroit où on est posé quand on est assis. Enfin, en dessous du cotyle, donc de l'acétabulum, on a un trou qui s'appelle le foramen obturé, puisqu'en fait il est fermé par différentes structures dans des muscles. On le voit à la fois sur une vue endopelvienne et exopelvienne. Et les régions de la grande échancrure et de la petite échancrure ischiatique sont finalement de chaque côté de l'arrière-fond de la cavité de cotyloïde. Ensuite, le sacrum et le coccyx. D'abord, le sacrum, il résulte de la fusion de 5 vertèbres sacrées et il fait partie du rachifix. Il possède 4 paires de foramen sacrés qu'on peut voir en vue antérieure et postérieure. Et donc, au niveau de ces foramen, il y a le passage des nerfs sacrés. Il n'y en a que 4 parce que le 5e nerf sacré, il sort par le canal sacré. La première vertèbre du sacrum, qui n'existe plus parce qu'elle est fusionnée aux autres, mais elle forme ce qu'on appelle le plateau vertébral, donc à la partie supérieure du sacrum, qui s'articule avec L5 via le disque intervertébral L5-S1. À la partie antérieure de ce plateau, il y a ce qu'on appelle le promontoire qui surplombe le petit bassin. Et enfin, le coccyx, lui, il est formé de la fusion de 3 petites vertèbres coccygiennes et il est relié au sacrum par des ligaments. Le fémur, lui, est un os long, donc c'est le plus long du corps. Il possède une extrémité supérieure, une diaphyse et une extrémité inférieure. Son extrémité supérieure, elle s'articule
avec l'os coxal, alors que l'extrémité inférieure s'articule avec le tibia. Ici, on va juste se concentrer sur l'extrémité supérieure. Donc, c'est son épiphyse proximale. On trouve d'abord la tête fémorale, ici, qui a la forme de 2/3 de sphère. Et c'est elle qui s'insère au niveau du cotyle. Ensuite, on retrouve le col du fémur, qui est antéversé. Le grand trochanter, qu'on appelle aussi massif trochantérien, le petit trochanter, qui est postérieur, lui, au fémur. Et entre les deux trochantères, on trouve une ligne qui s'appelle ligne intertrochantérique, qui n'est pas visible sur ce schéma, puisqu'en fait, elle relie le petit et le grand trochanter en avant, alors qu'ici, on est en vue postérieure. Et enfin, à la face médiale du grand trochanter, on retrouve une fossette, ici en violet clair, qui est la fossette digitale, qui est un repère anatomique super important, puisque c'est le point d'insertion des muscles pelviques trochantériens. Un autre repère chirurgical important, c'est le centre de la tête fémorale, qui se trouve au niveau du grand trochanter. Voilà, et pour finir, une petite patho qui est la fracture du col du fémur. En fait, c'est la fracture la plus fréquente chez l'adulte, et elle est de 2 types. Et parmi ces 2 types, on décrit la fracture vraie. En fait, la fracture vraie, c'est quand on casse le col du fémur, ce qui amène à une perte de la vascularisation de la tête fémorale qui va donc se nécroser. Et on peut la remplacer par des prothèses cervico-céphaliques qui s'insèrent dans la diaphyse. Voilà, merci à tous et ben voilà, bonne soirée.